Très bien comme ça. Donc je suis René Elter, je suis archéologue et je suis le responsable scientifique depuis 20 ans, responsable scientifique en fait de l'étude du monastère de Saint-Hilarion et également depuis 10 ans le responsable de la restauration et la préservation du site de Tel au Mamre. Alors ici en fait, ce site, c'est le site de Tel au Mamre. C'est le lieu en fait, et sur ce grand site, il y a entre autres, parce qu'il y a plusieurs autres petits sites archéologiques ici, il y a entre autres ce grand monastère. Donc ce monastère, dans les différentes fouilles qu'on a fait, on a pu déterminer que c'était le monastère d'Hilarion, Saint-Hilarion. Alors Hilarion, il a pour particularité d'être né dans la région de Gaza, au sud de Gaza, certainement ici, dans un village qui s'appelait Tawata et qui aujourd'hui a disparu. Donc Hilarion est né dans ce secteur. Ses parents l'envoient en Égypte pour qu'il aille faire des études. Et c'est pendant ses études en fait qu'il rencontre Saint Antoine. Et Saint Antoine en fait va le convertir au christianisme. Hilarion va suivre en fait l'exemple de son maître. Il va venir vivre ici en ermite. À Tel au Mamre, il va s'installer une cabane. Et puis très très vite, il va y avoir une série de disciples qui vont venir s'installer avec lui. Et on va avoir la première communauté de Palestine. Ça veut dire que le monastère de Saint-Hilarion, en tout cas pas le grand monastère que vous voyez aujourd'hui, mais le tout premier monastère, c'est le plus ancien de Terre Sainte et de Palestine. Avant, on a essentiellement des ermites, donc des personnes qui vivent tout seuls. Et pour être plus précis, on va dire que Hilarion, c'est lui qui introduit ce qui s'appelle le monachisme en Palestine. Avant, il n'y a personne. Donc ce monastère est important, c'est le plus ancien de Palestine et de Terre Sainte. Alors ici, on est dans l'atrium. Alors l'atrium, lui, il est tardif. Hein, il date plutôt de la fin du 5e siècle, début du 6e siècle. Et puis ici, on avait une grande église qui avait des colonnes en marbre, des sols en marbre. Mais avant la construction de cette grande église, il y a deux autres églises plus petites qui ont été installées. Et en dessous de ces deux premières églises, qui datent du 4e siècle et du 5e siècle, il y a également en fait les restes de la première installation d'Hilarion qui date du milieu, en fait de la première moitié jusqu'au milieu du 4e siècle. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va aller voir derrière ces églises la grande crypte. Ici on a un très beau pavement de mosaïque en fait qui rassemble l'ensemble de la création. En fait, c'est une représentation du paradis avec différents animaux. Hein. On a des paons, on a également des flamants roses, on a un taureau, on a des chèvres, on a ensuite des pintades de chaque côté, juste au-dessus des paons. On a des colombes, on a un canard. Et puis on a dans les médaillons, il y a des représentations qui ont disparu. Et là au milieu, on a ce qu'on appelle un cantar. En fait, c'est une fontaine qui alimente l'entièreté du paradis. Et au-dessus, on a un panier dans lequel on a des petits pains. On peut s'imaginer qu'on avait d'autres représentations dans les différents médaillons qui ont été abîmés. Donc ces médaillons, ils ont été abîmés pendant l'Antiquité, hein, c'est pas récent. Voilà, donc là l'idée c'est aussi de pouvoir mettre en valeur ce pavement. Et maintenant on va aller voir les baptistères qui sont juste là, derrière la passerelle. On a une autre partie du monastère qui est le baptistère. Et ce baptistère en fait, on le voit comme l'ensemble du monastère, en fait il a évolué dans le temps. Et on a entre autres ici une première cuve. Et lorsque cette cuve en fait a été abandonnée, on l'a recouvert de ce pavement qui est là. Et puis on a constitué une deuxième cuve plus importante ici. C'est-à-dire qu'en fait, on rentrait certainement par la mosaïque, la très belle mosaïque
que l'on vient de voir, qui représente le paradis, et puis on accédait ici dans le baptistère avant d'aller dans la chapelle qui était ici, mais on ne rentrait pas dans l'église, on rentrait seulement après. Dans le rite, on rentrait seulement après. Vous coupez. Dans le monastère, bien sûr, il y a l'atrium, les églises et tout le complexe dans lequel vivaient les moines. Et certains des sols de l'endroit où vivaient les moines étaient recouverts, comme ici, on peut le voir, de mosaïques. Donc on a des mosaïques colorées. Comment? Alors c'est de l'écriture grecque. Donc au IVe siècle, en fait, on écrivait en grec. Le grec était la langue des gens qui étaient éduqués, et le peuple, il parlait le latin. Il parlait le latin, mais après aussi, il y avait, les gens parlaient aussi des dialectes locaux. Hein. Voilà. Mais officiellement, on avait l'écriture en fait en grec. Oui, et donc cette inscription, en fait, elle cite, entre autres, les 4 fleuves du paradis. Alors certainement ici, on a une zone baptistère. Vous voyez, en bas, on a de l'eau, des flots, et dedans, il y a des poissons. Il y a des poissons. Et au-dessus, le texte, en fait, il cite, entre autres, les 4 fleuves du paradis. En fait, c'est une symbolique. C'est une symbolique, en fait, qui montre, d'une part, l'éternité, et d'autre part, qui montre, en fait, quand on va passer... Quand un chrétien, en fait, il se fait baptiser, ça veut dire qu'il passe de non-chrétien à chrétien. Et donc cette idée de l'eau qui purifie, la continuité. Les poissons, c'est aussi les non-chrétiens qui vont être péchés et qui vont devenir chrétiens. Il y a tout ça qui joue dans cette symbolique dans les différents pavements. Puis après, il y a toute une série de motifs géométriques qui, là, sont utilisés dans les pavements de différentes périodes. Alors maintenant, on va aller voir la crypte, et on va surtout aller voir le chantier de restauration. Allez, venez. Ici, en fait, on a un fragment du couvercle du sarcophage dans lequel étaient posés les restes d'Hilarion. Dans un premier temps, avant qu'on pose les restes dans ce sarcophage, on avait déposé en fait la dépouille d'Hilarion dans une tombe qui est située sous cette toiture. Et puis, au 5e siècle, on a décidé de construire une grande crypte, justement, pour pouvoir vénérer les restes du saint. Et pour mettre en valeur les restes du saint, on a ouvert la tombe, on a sorti les restes d'Hilarion, et on les a mis dans le sarcophage, dont on a aujourd'hui plus que ce petit fragment de couvercle. Ici, il faut s'imaginer que la crypte, elle était couverte par des voûtes, semblables à celles qu'on est en train de reconstituer là-bas. Et donc, l'ensemble de la crypte était sous le cœur de l'église. Allez, maintenant, on va passer à une autre partie. Ici, on a l'atelier de taille de pierre. Donc, Raed, avec son équipe, sont en train de fabriquer les claveaux, c'est-à-dire les pierres qui constituent la voûte. Et c'est derrière lui, après qu'il les met en place, qu'il maçonne tous ces blocs pour reconstituer la totalité de la voûte. Donc là, il a une vingtaine encore de blocs à finir avant que la voûte soit bouclée. Allez, on continue la visite. Donc ici, en fait, on a une série de pierres, des claveaux, comme vous voyez là. Et ces différents claveaux, en fait, c'est Raed qui les a fabriqués, et posés l'un à côté de l'autre, c'est ce qui permet de faire la voûte. Donc là, il en a fabriqué une certaine quantité, il faut qu'il en fabrique encore. Et après, à partir de demain, il les mettra en place ici sur la voûte. C'est les derniers qui manquent. Voilà, alors on va continuer maintenant et on va aller voir maintenant les sondages archéologiques qu'on fait autour du bain. Alors, le monastère, il était constitué de 2 parties. Une partie qui était un ensemble ecclésiastique dans lequel on vient de voir, on avait les églises, l'atrium, la crypte, on avait également chapelle, baptistère, plus
réfectoire et toutes les pièces dans lesquelles vivaient les moines. Et la deuxième partie qui est située au nord, elle était constituée d'un bain, un grand bain de 1000 mètres carrés, et puis ici d'une hôtellerie. Le bain en fait servait aux visiteurs du monastère, et puis aux pèlerins, soit qui venaient vénérer les restes d'Hilarion dans la crypte, soit qui partaient dans le Sinaï à Sainte-Catherine. Il faut savoir que le monastère est situé à un endroit stratégique, il est au débouché du désert du Negev et au débouché en fait d'une route qui longeait la côte et qui venait d'Égypte. Et donc, avant de repartir sur Gaza ou sur Jérusalem, les pèlerins pouvaient s'arrêter ici. Ils pouvaient passer quelques jours à l'hôtellerie et puis aller aussi se laver et se détendre ici dans ce très grand bain. Et puis également aller vénérer les restes d'Hilarion dans la grande crypte. Donc ici, ce grand bain, alors on ne va pas pouvoir le voir parce qu'il est couvert toujours par cette toiture de protection qu'on a mis en place en 2011, mais dans quelques mois, il sera couvert par une toiture, une très grande toiture qui va le couvrir totalement, qui permettra définitivement de le protéger. Ensuite, on enlèvera la toiture de protection et puis on restaurera la totalité du bain. Donc là, ce que vous allez voir, les différents sondages archéologiques, en fait, ils servent pour vérifier qu'on n'ait pas des vestiges et ça évitera de détruire ces vestiges. Et à l'endroit de chaque sondage, on aura normalement un poteau qui supportera la toiture de protection du bain. Alors on va aller voir un premier sondage qui est juste là. Bonjour, bonjour. Alors, ici, vous voyez, en fait, on a fait le sondage. On aura certainement un poteau ici au milieu. Mais avant de faire l'excavation et de permettre à l'entreprise de faire le poteau et de mettre du béton, il a fallu vérifier. On est ici sur un site archéologique, donc il a fallu vérifier s'il y avait des restes archéologiques. Et ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé une série d'évacuations d'eau. Ici, c'est l'évacuation d'eau du bain, qui est juste là derrière. Et ici, une autre évacuation d'un très grand bassin qui est situé juste là. L'eau, en fait, était collectée ici dans cette canalisation, cet égout, et ça partait ici à l'extérieur, sous la dune. Dans cette partie, en fait, on ne sait pas trop encore ce qu'on a, c'est pour ça qu'ils sont en train de vérifier. Mais on a peut-être encore un autre égout qui se situe à cet endroit. Voilà. Tout le tamam? C'est bien. Allez, maintenant, on va aller voir le reste des sondages. Ici, par exemple, alors c'est bête, on a la bâche. On va contourner, on va passer là, on va aller voir de l'autre côté. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Vous voyez, ici, on a fait un trou très profond, hein, parce qu'en fait, on a besoin d'installer un collecteur d'eau de pluie. Hein, les 1000 mètres carrés de toiture, ils vont produire énormément d'eau. Donc pour éviter que ça ravine sur les vestiges, on va installer ici un puits qui va descendre à plusieurs mètres. L'eau sera collectée et puis renvoyée dans la nappe phréatique. Mais toujours avant de faire l'excavation de ce puits, eh ben on a fait une vérification archéologique. Alors qu'est-ce qu'on a là en fait? On a le mur du monastère qui est certainement tombé après un tremblement de terre. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre, lorsqu'on pourra assembler toutes les pierres, quelle était la hauteur complète de l'enceinte, d'une part. Et puis lorsqu'on va déposer ces pierres, ben, on est sûr qu'en fait que ces pierres sont tombées à une période particulière, parce qu'on a de la poterie, on a des monnaies, donc on sait à peu près quand est-ce que ce mur est tombé. Ce qui sera surtout intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a en dessous. Et on espère trouver d'autres indices. Et là, on est sûr que, on va dire, les hommes contemporains et modernes n'y ont jamais touché. Et donc pour les archéologues, c'est important parce que ça va nous apporter des informations sur le monastère à l'époque à laquelle le mur est tombé. Voilà. Allez, maintenant on va continuer à aller voir le bain. Attention, pardon. Ça va, Saïd?
Doucement, doucement, Well. Venez, on va aller voir. Donc là, on a d'autres sondages. On en a fait là, parce qu'à chaque fois, on va avoir des poteaux qui vont supporter cette grande toiture. Ici, en fait, l'équipe est en train de faire du nettoyage avant une autre série de sondages. Hein. Les derniers poteaux seront là, donc ça veut dire que la toiture ira vraiment très très loin sur l'ensemble des vestiges. Ça va, Samy? Ça va bien? Bon, tu as trouvé le sol? Il y a le sol? Voilà, donc ici, en fait, on a une autre partie du bain. Donc vous voyez, en fait, on a deux baignoires. Ici. Là, sous la bâche, on a un sol. Samy, tu veux montrer les pierres, là-bas, devant? Alors Samy, il comprend un peu le français parce que ça fait 20 ans que je travaille avec lui. C'est le plus vieil ouvrier du site. Juste, oui, voilà. Tu peux montre avec ton doigt les pierres. Oui. Voilà. Ici, devant Samy, il y a les pierres. Juste là, comme ça. Voilà. Ici, il y a les pierres. Donc, on voit les pierres d'un sol. Hein, et donc, on a certainement ici un des premiers états du bain. Un état antérieur à ce qu'il y a ici sur la toiture. Alors, ce bain, pour l'instant, la chronologie de ce bain, le bain va au moins du 5e siècle jusqu'à la fin de la période omeyyade, peut-être même la période abbasside. Donc c'est un bain qui a duré très très longtemps. Et à proximité du bain, il fallait de l'eau. On a un puits qui est juste là-haut. Et certainement autour du puits, on devait avoir les caravanes qui s'arrêtaient aussi. Hein, les gens qui rentraient dans le désert ou qui allaient en Égypte passaient par là. Soit ils utilisaient l'hôtellerie, mais une partie en fait de l'équipage de la caravane restait aussi ici à l'extérieur autour du puits. Merci. Et maintenant, on va aller voir l'autre partie liée à la construction et à la restauration. C'est l'autre atelier de taille de pierre. Voilà, donc ici, on a une équipe qui est en train de préparer les blocs. Ces différents blocs en fait, ils doivent ensuite partir sur le deuxième atelier, en fait sur le premier atelier de taille qu'on a vu tout à l'heure. Et les blocs en fait, on arrive à les réaliser grâce à cette grande scie avec laquelle on coupe ces très grosses pierres que l'on a juste là. Toutes ces pierres que l'on a juste là. Ah, venez, je vais vous montrer. Donc on a ces très grosses pierres, avec la grande scie que l'on a là-bas, on va couper des tranches comme là. On va couper des tranches, et ensuite ces différentes tranches, on va les redécouper en blocs plus petits, et après ils vont tous être façonnés et définitivement équarris pour être posés dans le dernier atelier de pierre. C'est-à-dire qu'on a toute la chaîne opératoire. La première étape c'est ici. La deuxième étape dans cet atelier et la troisième dans le troisième atelier. Et puis après il y a la pause bien sûr sur la zone de la crypte. Voilà. Oui, on peut dire que le reportage est fini. Ouais. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est bien, mais